Et Mourad Benchelali qui prolonge cette réflexion avec nous sur ce plateau. Bonsoir monsieur, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Première question, vous avez été confronté vous-même à la réalité de la prison à Fleury-Mérogis, au prosélytisme d'islamistes radicaux. Vous avez vu ça, vous l'avez entendu quand vous avez passé cette année dans cette prison de Fleury-Mérogis? C'est surtout à Guantanamo que j'ai connu ça. Il y a un débat en ce moment sur le fait d'isoler les détenus qu'on considère comme radicaux. Et ce concept-là, je l'ai connu à son plus haut niveau. C'était à Guantanamo. Et j'ai vu le résultat. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était de nature, au contraire, à aggraver les choses. Quand on est radicalisé, évidemment, si on met toutes des personnes radicalisées entre elles, évidemment, ça crée une espèce de climat, une espèce d'école du radicalisme qui fait que, évidemment, c'est de nature à aggraver les choses. Et je ne voudrais pas qu'en France, on s'oriente vers cette façon de régler ce problème. Il y avait les détenus ensemble, on connaît les conditions malheureusement de Guantanamo, il y a aussi les violences que vous avez subies qui poussent vers ça. Oui, Guantanamo c'est assez spécial. Moi j'ai beaucoup milité pour la fermeture du camp, parce que j'ai estimé, au-delà du fait que c'était une zone de non-droit et qu'elle pose des questions évidemment sur la question des droits de l'homme, c'est surtout qu'elle est aussi un outil de recrutement pour les groupes les plus extrémistes, qu'elle crée de la radicalisation. Et donc, pour toutes ces raisons, évidemment, j'ai appelé à la fermeture de cette prison. Alors, certains, on avait Éric Ciotti sur notre plateau, il y a quelque temps, le député UMP, lui, préconise des centres de rétention. Pour vous, c'est le premier pas vers Guantanamo, ça, vous n'en voulez pas? Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec Guantanamo. Parce que Guantanamo, ce qui caractérise Guantanamo, ce n'est pas que l'isolement, c'est surtout le fait que ce soit une prison hors du droit. Une zone de non-droit, etc. Alors, le problème, déjà, comment déterminer qui est radical de qui ne l'est pas? Peut-être le parcours, mais... Le parcours, les lectures, les propos tenus, les prêches qu'on peut entendre à travers oui, les barreaux de vous imaginez bien que c'est assez délicat quand même de savoir réellement... Avant tout, la radicalisation, c'est surtout une idéologie. L'idéologie, c'est dans la tête que ça se passe. Donc il n'y a pas de signaux extérieurs, il peut ne pas en avoir, on peut être radicalisé et pas le montrer. Ne pas le montrer. Donc je pense que c'est déjà assez délicat. Et puis quand bien même on a été radicalisé, si on met toutes les personnes qui ont été radicalisées, moi je me pose la question, je me dis comment est-il possible ensuite de sortir, de se déradicaliser? C'est toujours possible. Il ne faut pas partir du principe qu'une fois radicalisé, c'est pour la vie. On peut toujours, on peut évoluer, on peut revenir en arrière, on peut réfléchir. Mais pour cela, faut-il encore être confronté à d'autres points de vue Mais Monsieur Benchelali, quand on pense aux autres détenus, par exemple le parcours d'Amédi Koulibaly, qui lui était un braqueur, un grand délinquant, on va dire, mais qui n'était pas encore versé dans cette idéologie, comment on peut être contaminé par des radicaux islamistes? C'est ça aussi la réflexion en ce moment, c'est comment on protège les autres de ces idées-là. Est-ce que la séparation n'est pas une voie? Déjà, pourquoi partir du principe que c'est la personne radicalisée qui va contaminer toutes les autres? Ça peut être l'inverse aussi. Une personne qui s'est radicalisée, en parlant avec d'autres personnes, elle peut réfléchir. Donc ça peut se faire aussi dans l'autre sens. Il y a toujours cette présomption de culpabilité. Et puis on parle beaucoup de cette radicalisation, comme on parle d'Ebola, de la maladie d'Ebola, en parlant de contamination, d'isolement, etc. Mais ce sont des êtres humains avant d'être des personnes qui sont enfermées dans une idéologie. Donc il y a toujours possibilité de régler les choses. Moi, ce qui m'a frappé quand j'étais à Fleury, c'était pas ça. C'était le manque de moyens, des aumôniers, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se réfugient dans la religion quand ils sont en prison. Et surtout qu'ils ont plus de temps, donc ils vont être beaucoup plus curieux, beaucoup plus intéressés. Et ils ont des questions qui sont légitimes par rapport à la religion. Et donc, il y a besoin... Il faut plus d'aumôniers musulmans, par exemple. Ouais, je pense qu'il faut plus d'aumôniers parce que ces jeunes ont des questions, ils ont besoin de réponses. Et évidemment, ils vont chercher les réponses là où ils les trouvent. Et ça peut, pour le coup, là... ils peuvent aller voir des personnes, pour le coup, qui sont radicalisées. Et est-ce qu'il faut plus de gens comme vous? Est-ce qu'il faut plus de gens qui ont été tentés à un moment donné par ce mirage, vous le dites vous-même, du djihadisme ou de l'aventure, avec plein de guillemets, et qui viennent témoigner auprès de ces jeunes? Je pense que c'est ce qui manque cruellement. Pas simplement des personnes qui ont ce parcours, mais des personnes qui sont susceptibles d'apporter des outils qui permettrait à ces jeunes d'avoir une meilleure compréhension de ces conflits
et des outils, que ce soit religieux aussi, pour pouvoir justement parer à pouvoir ne pas tomber dans ces pièges. Donc, évidemment, ça manque tout ça, et c'est ce qui est dommage. Je pense que c'est ça, c'est vraiment l'humain qui manque, je pense, dans ces problèmes. Qu'est-ce que vous leur dites, justement? Parce que j'imagine que certains, peut-être, vous regardent Guantanamo, voilà, même si dans le reportage, la jeune fille ne savait pas ce que c'était, mais certains doivent vous regarder avec des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que vous leur dites? Que c'est une tromperie, que c'est violent, qu'une fois qu'on y est, on ne peut pas rentrer, que c'est la mort qui nous attend, qu'on est un combattant forcé? Oui, toutes ces choses. Je raconte mon parcours, moi je ne suis pas un donneur de leçons, je raconte mon vécu. Je raconte la réalité à laquelle j'ai été confronté. Ce que moi aussi j'avais imaginé avant mon départ, peut-être un endroit que j'avais idéalisé. Donc je leur explique surtout que, voilà, on peut s'imaginer une chose et en trouver une autre. Qu'on peut être confronté, on peut être amené à se trouver complice, pour le coup, de choses beaucoup plus graves, beaucoup plus criminelles, etc. Donc voilà, j'explique beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Je les mets face à leurs responsabilités, surtout ça. Je leur donne les outils d'avoir une meilleure compréhension et de se dire, voilà ce qui est arrivé à Mourad, les conséquences que Mourad a eues dans sa vie. Et ça nous fait réfléchir. Et les jeunes, moi, c'est le retour que j'en ai en parlant avec eux, qui me disent, c'est vrai que ton histoire nous fait comprendre, il y a vraiment ça leur fait comprendre beaucoup de choses. D'un mot, quand vous êtes parti, vous, ce n'était pas encore le cas, mais ce phénomène d'autoradicalisation, avec toutes ces vidéos qui circulent sur Internet, ça, c'est un danger à vos yeux qu'on doit combattre? Mais le traitement de l'information fait que, plus forcément, on peut se radicaliser dans sa maison. Oui, tout seul face à son ordinateur. Ouais, c'est vrai, ça c'est le traitement de l'information qui veut ça. L'Internet, etc., c'était des moyens d'aller chercher l'information qu'on n'utilisait pas avant. Donc il faut réfléchir aussi comment parer à ce problème. Après, moi je ne suis pas spécialiste, j'ai pas la recette magique, mais bon, c'est vrai que c'est un problème aussi. Merci beaucoup de raconter et de nous faire partager votre expérience.